régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Pour ce club, Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Politis. Frédéric Davier est également avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Yann. Merci d'être là, directeur général opinion de l'IFOP. On va parler avec vous de la crise agricole et cette rencontre entre Gabriel Attal et la FNSEA. Hier, les syndicats qui maintiennent la pression mais ne relancent pas les barrages. Gabriel Attal gère-t-il bien la crise ou faut-il s'attendre à un salon de l'agriculture agité? On verra ce que vous en pensez. Et Steve, on va évidemment parler de l'hommage à Robert Badinter. C'est à midi que ça aura lieu. Oui, et on y sera d'ailleurs. On y sera en direct tout à l'heure et on verra qui ira, qui n'ira pas. Je vous dirai tout ça dans quelques instants. C'est à suivre. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Poitiers où on retrouve Baptiste Bise. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental adjoint dans la Vienne de la Nouvelle République. Et Baptiste, vous évoquez ce matin un heureux événement dans votre édition de la Vienne. Et oui, la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, a épousé son adjoint à la culture, Charles Reverchon-Billot, l'été dernier. Et la mairie attend depuis son Royal Baby pour début avril. Alors je vous rassure, la maire de Poitiers, qui est la maire écologiste de Poitiers, élue en 2020, n'est pas une habituée de la rubrique People. Elle est même plutôt restée très discrète sur sa grossesse jusqu'à présent. Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a été le premier à l'évoquer publiquement lorsqu'il est venu présenter ses vœux à Poitiers début janvier, puisqu'il a proposé devant 1 millier de personnes d'être le parrain du bébé à venir. Alors le sujet a pourtant été évoqué très sérieusement lors de la dernière réunion du conseil municipal, c'était lundi soir, et au cours de cette séance qui était consacrée au budget primitif 2024, la maire a annoncé qu'elle avait prévu d'interrompre ses fonctions entre le 15 mars et le 15 mai, en précisant que sa première adjointe assurerait l'intérim avec l'appui de son deuxième adjoint. Alors cette annonce elle a permis de mettre en lumière une bizarrerie parce que durant ce congé maternité, Léonore Monconduit perdra son indemnité de fonction. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le cadre législatif ne prévoit pas ce cas de figure. Baptiste, le conseil municipal de Poitiers a donc condamné cette situation. Tout à fait, et il l'a fait de manière unanime. Il y a des angles morts qui persistent et qui sont un frein au renouvellement démocratique dont nous avons besoin, a pointé une autre élue de la majorité, également enceinte. Aujourd'hui, dans la loi, l'absence d'un ou d'une maire peut donner lieu à une suppléance de plein droit lorsqu'il ou elle est empêché, a-t-elle poursuivi. Sauf que cet empêchement doit être caractérisé et si un certain nombre de motifs sont prévus, le congé paternité ou congé maternité ou congé d'adoption ne sont pas considérés comme une raison valable aux yeux de la loi. Une autre adjointe au maire a dénoncé cette anomalie en considérant que cette problématique est représentative des freins qui existent et empêchent encore aujourd'hui les jeunes parents, particulièrement les femmes, de se projeter dans l'exercice des fonctions politiques. Selon elle, trop souvent, les femmes élues sont confrontées à des défis uniques lorsqu'elles décident de fonder une famille, tout en exerçant leurs responsabilités politiques. Il lui semble essentiel de reconnaître que la maternité ou la paternité ne devrait pas être un obstacle à l'engagement politique. Le problème est plus large encore, puisque cela vaut aussi pour les sénatrices et les députés qui ne peuvent pas se faire remplacer par leurs suppléants lorsqu'elles sont enceintes. L'ensemble du conseil municipal de Poitiers, en tout cas lundi soir, a très officiellement appelé de ses vœux une évolution du cadre législatif. Merci beaucoup, merci Baptiste d'avoir été avec nous. On regarde la une de Centre Presse, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin qui a toujours ses adeptes. Et puis la une de la Nouvelle République, c'est la disparition d'Erwan. Un ami relate la soirée. Merci beaucoup Baptiste Bise d'avoir été avec nous. Un mot quand même sur le sujet dont a parlé Baptiste, c'est-à-dire ces élus. Alors il parlait de la maire de Poitiers, mais comme il disait, c'est aussi le cas pour les parlementaires, ces élus femmes qui du coup n'ont plus d'indemnité pendant leur congé maternité. Et comme le dit Baptiste, ça peut être un frein à l'engagement dans la vie publique. Oui, je ne crois pas que ce soit un sujet de préoccupation pour les Français. En revanche, je pense que c'est un vrai enjeu démocratique que de revoir le périmètre, voire le statut des élus. Aujourd'hui, le statut des élus, il y a un nombre de contraintes qui fait qu'effectivement, ça empêche le renouvellement et ça empêche le renouvellement surtout des femmes, en fait, qui sont les plus sujettes à des congés maternité, à des gardes d'enfants et donc pas possiblement disponibles pour siéger à l'Assemblée nationale. Donc il y a tout un périmètre, effectivement, du statut de l'élu qui nécessiterait d'être révisé, ça c'est absolument certain. Oui, je partage complètement ce que Pierre vient de dire. On est 23 ans après cette loi sur la parité, qui a eu un effet de levier assez formidable sur les conseils municipaux en
je dirais trivialement, en forçant la main de beaucoup d'élus municipaux hommes de faire des listes paritaires femmes-hommes. C'est ce qui explique que maintenant, il y a beaucoup de femmes, et vous receviez il y a quelques instants Johanna Roland, qui sont à la tête de grandes villes, d'exécutifs municipaux. Mais effectivement, la loi n'a peut-être pas suivi l'usage pour que les femmes élues puissent avoir une vie professionnelle qui coïnciderait correctement avec leur vie d'élus. Effectivement, il y a une évolution à faire. C'est un sujet qui n'avait pas, rarement, je pense, été évoqué sur l'agenda médiatique, mais cette affaire plutôt heureuse qui concerne la maire de Poitiers et un de ses adjoints fait que, voilà, on en parle. On parle de la crise agricole, c'est le prochain thème de ce club. On a 10 jours du salon d'agriculture et les syndicats maintiennent la pression. Hier, la FNSEA, le principal syndicat agricole, a rencontré Gabriel Attal à Matignon. Emmanuel Macron va rencontrer également d'autres syndicats agricoles aujourd'hui. On voit ça avec Lina Boudjeroudi. C'est la ferme à Paris. Distribution de lait aux invalides et des agneaux à Bercy. À 10 jours du salon de l'agriculture, les agriculteurs restent mobilisés. Hier, Gabriel Attal a reçu à Matignon les jeunes agriculteurs et la FNSEA, le principal syndicat agricole. Ils maintiennent la pression sur l'exécutif. Le salon, pour qu'il se passe bien, il faut aussi qu'à un moment, les demandes agricoles soient entendues et que la réponse soit au niveau attendu. Des décisions claires sur la rémunération des agriculteurs, la souveraineté alimentaire ou encore la compensation environnementale sont attendues par les agriculteurs. En 2019, 26% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 100 € par mois selon l'INSEE. Le président de la FNSEA l'affirme, les agriculteurs ne lâcheront rien. La détermination est la même, le mouvement s'est transformé, donc effectivement les agriculteurs ne sont plus sur l'autoroute ou sur des points de blocage, mais que personne ne se trompe. La détermination reste totale. Le président de la République va recevoir des syndicats agricoles avant le salon de l'agriculture qui l'inaugurera le 24 février prochain. Voilà, on le voit, les syndicats agricoles, on l'a vu hier, ils maintiennent la pression, mais quand même, ils ne relancent pas les barrages, Pierre. Et Arnaud Rousseau, il dit... Bon, on ne peut pas dire que ce soit mal passé. Il y a quand même des avancées, même si évidemment on en veut plus. Est-ce que Gabriel Attal y réussit pour le moment à gérer cette crise ? Écoutez, moi je vais vous dire, je trouve que cette crise agricole, elle est symptomatique des problèmes que l'on a dans quasiment tous les secteurs. C'est-à-dire que le gouvernement a choisi son interlocuteur qui est sans doute le responsable de la plus grande crise agricole que l'on connaît depuis les années 70. La FNSEA est devenue l'interlocuteur privilégié du gouvernement et il y a presque une espèce de connivence permanente entre ce gouvernement et la FNSEA où on a le sentiment que tout est presque dealé d'avance avant le salon de l'agriculture. Les choses seront presque réglées. Ils mettent la pression publiquement, médiatiquement pour montrer qu'il y a un rapport de force, alors qu'en réalité, il n'y a pas de rapport de force. Juste Emmanuel Macron, il reçoit aujourd'hui la coordination rurale et la Confédération paysanne. Encore heureux, parce que quand même, ce sont des syndicats qui représente une autre manière de faire de la paysannerie, de l'agriculture. Et c'est d'ailleurs tout le problème de cette crise. Nous, on a fait un dossier à Politis la semaine dernière. Il y a ceux dont on ne parle pas, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Je crois que c'est un tiers de la production agricole sont les ouvriers agricoles. Vous les entendez, vous entendez la FNSEA défendre ces ouvriers agricoles qui sont, eux, devant les pesticides qui font les épandages. Ce sont eux les principaux réceptacles de tout ça. Ce sont eux qui sont exploités au quotidien sur le ramassage des pommes, sur les vignes, dans les champs. On n'entend pas les revendications de ceux qui représentent un tiers de la production agricole. On n'entend pas non plus les petits exploitants qui font comme ils peuvent et qui ne sont pas dans les demandes de la FNSEA, qui sont pour justement répondre aux exigences qui sont celles de la France, de l'Union européenne en matière écologique. Eux, on ne les entend pas. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez de l'ordre de l'imposture de vouloir faire croire qu'aujourd'hui la FNSEA serait le représentant de tous les agriculteurs alors qu'en plus aux élections professionnelles elle n'a pesé qu'un quart des représentations alors que 50%, il n'y a que 50% des agriculteurs qui ont voté. Donc je trouve qu'il y a une énorme imposture qui se joue depuis quelques semaines sur la FNSEA qui serait le grand sauveur parce qu'il finirait par aboutir sur un accord avec Emmanuel Macron sur le sujet des agriculteurs. Mais demandez aux agriculteurs aujourd'hui au fin fond du Limousin ou de chez moi le Limousin ou d'ailleurs si demain avec l'accord qui aura été réglé avec Emmanuel Macron depuis ces dernières semaines, ils vont pouvoir vivre mieux de leur agriculture. Non. La réponse est non, parce que c'est pas ça qui a été négocié. Ce qui est négocié, c'est les grandes exploitations, les aides les plus importantes pour les grands exploitants. C'est une espèce de négociation de privilégiés, en fait. Et moi, ça me heurte de voir qu'aujourd'hui, on considère la FNSEA comme étant le grand défenseur des agriculteurs.
En tout cas, ce qui s'est passé, il y a eu une crise extrêmement forte, où on n'a pas entendu que des proches de la FNSEA s'exprimer, descendre dans la rue, bloquer des ronds-points, bloquer des villes, etc. On a eu un soutien de l'opinion publique jamais vu, 85% de mémoire dans une enquête IFOP fiduciaire pour Sud Radio, c'est le chiffre le plus fort jamais mesuré depuis le mouvement des infirmières sous Michel Rocard. Ça remonte à loin. Il faut le dire, et les enquêtes d'opinion l'ont montré, il y a eu plutôt une capacité manœuvrière de Gabriel Attal qui a été saluée. C'est-à-dire qu'il a déployé sa méthode que les Français entrevoient. Il va sur le terrain, il dit les choses. Alors, il corrige d'éventuelles erreurs quand, au début, il a uniquement il a mis de côté la FNSEA, puis il lui a parlé. Et force est de constater que malgré la pression, malgré la colère, avec ce soutien très fort des Français qui voient dans les agriculteurs déjà un imaginaire de la France nourricière, un soutien très fort, des catégories qui payent le prix de ce que les Français ne supportent pas, le travail qui paye mal, la France des tracas, les normes européennes, avec en plus un écosystème très important pour le pouvoir, c'est-à-dire la France rurale. Les agriculteurs sont peu, tout le monde le sait, et de moins en moins. C'est là qu'est le drame. On est passé de 900 000 exploitations à, je crois, 600 000 en à peine une vingtaine d'années. Mais il y a cette France rurale qui compte 24-25% de la population française, qui, il faut le dire, alors que d'un point de vue électoral, elle a toujours été très légitimiste, elle a voté avec le gagnant ou la gagnante d'une élection, elle bascule de plus en plus vers le Rassemblement national. Et force est de constater que la pression est, redescendue par rapport à il y a 3 semaines. Mais il y a ces élections européennes qui arrivent le 9 juin, et c'est vrai que comme un spectre, ce mouvement peut revenir, et il peut y avoir, et j'entends ce que Pierre dit, sur des agriculteurs qui ne sont pas FNSEA, qui peuvent de manière sporadique se faire entendre, et force est de constater que le gouvernement ne pourra pas ne pas essayer de régler ce problème. C'est juste qu'il y aura des élections professionnelles en plus l'année prochaine. Donc il y a aussi ça qui est en jeu parmi les syndicats d'agriculteurs. Ouais, est-ce que, comme le dit Frédéric, l'enjeu, c'est non seulement de répondre aux agriculteurs, mais ça va au-delà, c'est cette réponse à la France rurale aussi, ce que doit jouer Gabriel Attal? Oui, il y a un enjeu, il y a une urgence du monde paysan. D'ailleurs, on parle des agriculteurs, mais c'est vrai qu'il y a un retour du mot paysan, comme si on avait voulu le balayer, comme si c'était... il y avait quelque chose d'archaïque. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la revendication, du retour justement à la protection de la terre, tout en étant agriculteur. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, dans le débat qu'il y a eu ces derniers temps, qu'on ne pouvait pas être écologiste et agriculteur. Il y a un nombre d'agriculteurs qui en font la démonstration. Encore faut-il que tout le monde joue le jeu. C'est bien le problème. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai une espèce de colère. On a même un agriculteur qui nous a dit « Comment voulez-vous que nos bourreaux, qu'on aille manifester avec nos bourreaux ?» Alors le mot est fort, mais c'est vrai qu'il y a un nombre d'agriculteurs qui ne sont pas allés manifester sur les autoroutes, qui faisaient des petites manifestations dans leurs petites... on a notamment suivi une petite manifestation de petits agriculteurs qui étaient à Tours. Mais il faut avoir en tête quand même que il y a une urgence rurale qui est de bien vivre effectivement de sa paysannerie, de son agriculture, mais qui est totalement concurrencée par justement ces grands exploitants, la FNSEA, qui sont dans des négociations permanentes, pas de compromission, mais de complaisance avec le gouvernement, qui accorde à quasiment toutes ces demandes, y compris celles qui sont respectées par la petite paysannerie. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs le mouvement est parti d'Occitanie. Ce sont ces petites exploitations qui ont commencé justement à concilier agriculture biologique et écologie, qui se sont retrouvées avec des sécheresses, ne pas être indemnisées et à devoir répondre aux injonctions de l'Union européenne et de l'État français qu'exigeait la FNSEA. Donc il y a une contradiction totale, et c'est vrai que d'avoir mis la FNSEA, comme on l'a fait sur le plan médiatique et politique, comme étant le grand représentant des intérêts des agriculteurs... Mais est-ce qu'il y a un autre représentant mais je viens de vous l'expliquer. Les dernières élections professionnelles 2019, 50% de participation, la FNSEA, c'est 50%. Elle représente un quart des exploitants français. Mais ça reste le premier syndicat. Ça reste le premier syndicat, mais ça reste un interlocuteur. Mais ce que je veux dire, c'est que la Confédération paysanne a un autre discours. Il faut entendre ces autres aussi, cet autre monde de la paysannerie. Est-ce que font Gabriel Attal et Emmanuel Macron, puisqu'ils reçoivent tous les syndicats? Vous entendez beaucoup parler de la Confédération paysanne. Franchement, qui a été reçu hier, encore une fois, en premier? C'est les jeunes agriculteurs et la Fédération et la FNSEA. Avec qui Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont-ils négocié il y a encore 2 semaines? C'était la FNSEA. Voilà, Emmanuel Macron, lui, reçoit la Confédération paysanne avant la FNSEA. Mais pour quelle raison la FNSEA est devenue un partenaire du gouvernement? Mais parce qu'ils sont d'accord sur l'essentiel.
Un mot sur Gabriel Attal, Frédéric, parce que ça fait maintenant un mois qu'il est à Matignon. On a beaucoup parlé de l'effet waouh quand il est arrivé à Matignon. Un mois après, on en est où? Alors, on a diffusé hier soir le baromètre fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Une mauvaise vague pour l'exécutif, moins 2 points pour Emmanuel Macron, moins 4 points pour Gabriel Attal, qui reste un niveau particulièrement élevé quand même, 47% d'approbation de son action. Et vous savez, les Français répondent aux questions qu'ils leur posent. Est-ce qu'on approuve l'action de Gabriel Attal? Qu'est-ce que les Français ont vu pendant 15 jours? Un feuilleton interminable d'un remaniement qui s'est terminé sur un véritable non-événement. Les inclinations, les souhaits de François Bayrou et la crise avec le MoDem, franchement, ça n'intéresse absolument personne. Et c'est vrai que ça a entamé le crédit de confiance dont bénéficiait Gabriel Attal. Il n'a jamais eu d'état de grâce dans le contexte actuel, mais il y avait, ou en tout cas il y a encore un petit crédit de confiance sur sa capacité à changer les choses avec, dans les enquêtes qualitatives, des mots qui lui étaient associés très fort pour un responsable politique que je n'avais pas vu, je l'avais dit, depuis Nicolas Sarkozy des années 2002, voire les débuts de Manuel Valls sur le côté espoir, renouveau, il veut changer les choses. Et c'est vrai que cette période du remaniement a fait que les Français ont eu l'impression qu'il ne se passait plus rien. Et c'est vrai que le crédit de confiance dont a bénéficié Gabriel Attal à l'éducation nationale, c'était 2 choses. Faire des constats, ne pas être dans le déni, aller sur le terrain et essayer de solutionner les problèmes. Il se trouve à un niveau élevé, mais très clairement, il y a eu un contre-coup avec des baisses particulièrement fortes chez les personnes âgées, même s'ils restent extrêmement majoritaires, dans les catégories populaires, et en revanche, un soutien qui reste extrêmement fort à droite et dans la majorité présidentielle. Mais est-ce que c'est le début, parce que c'est vrai qu'il a été nommé parce qu'il est très populaire, est-ce que quand on est à Matignon, c'est inéluctable de baisser en popularité, ou est-ce qu'il pourra, selon vous, se maintenir à des niveaux assez élevés? Les indices IFOP-JDD, c'est le plus ancien baromètre de la 5e République. Il y a des premiers ministres qui sont restés extrêmement populaires tout au long de leur mandat, de Georges Pompidou à François Fillon. Fillon, c'était un contraste par rapport à Nicolas Sarkozy ou Michel Rocard. Mais là, très clairement, il y a une telle impatience de l'opinion publique, il y a une telle crispation sur des sujets comme le travail qui paye mal. La crise agricole, c'est pas une crise isolée. Les revendications des Gilets jaunes par le passé, des agriculteurs et de ce que vivent beaucoup de Français font système. Un mot là-dessus, Pierre. Bon, je vais charrier un tout petit peu Frédéric. J'ai l'habitude, mais je vais répondre. Il le sait parce que j'exagère, mais les sondages, évidemment, je les regarde. C'est comme l'horoscope. Je suis contre. Je sais pas ce que c'est que l'horoscope, mais je le regarde parfois aussi, je crois. Mais parce que c'est marrant. Et par ailleurs, j'ai commandé déjà des sondages à Frédéric, donc c'est toujours une lecture à l'instant T. Mais quand Frédéric dit les Français répondent à la question qu'il leur est posée, on leur demande la question est-ce qu'ils sont favorables à l'action du gouvernement. Demandez aux Français quelle est l'action du gouvernement. Est-ce qu'ils sauront répondre à cette question? C'est ça la véritable question. Si vous demandez aux Français, êtes-vous favorable à l'interdiction du droit du sol, à la suppression du droit du sol, là ça devient intéressant parce que vous donnez aux Français un élément de compréhension de ce qu'est l'action du gouvernement. Mais je ne suis pas sûr que vous demanderiez aux Français quelle est l'action du gouvernement, alors qu'il y a eu des tergiversations pas possibles pendant plusieurs semaines pour savoir quel allait être le gouvernement, quelle allait être la ligne du gouvernement. Même Gabriel Attal disait qu'il fallait qu'il voie les syndicats, voie les groupes politiques pour pouvoir déclarer quelle était sa feuille de route et quelle était sa ligne de politique générale. Les Français ne savent pas quelle est la ligne du gouvernement, si ce n'est qu'ils penchent de plus en plus vers l'extrême droite, que Emmanuel Macron est de plus en plus inspiré par le programme d'origine de ce qu'était le Front National. Et c'est plus en termes de ligne qu'en termes d'action, y compris d'ailleurs sur l'action qui a été celui du gouvernement sur les agriculteurs. Franchement, à part avoir eu des discussions, avec l'Union européenne, la Commission européenne et la FNSEA, bon, je ne suis pas sûr que les Français soient en état de juger, savoir quelle est l'action du gouvernement qui est installée depuis 2 semaines. Il y a plusieurs choses dans ce que dit Pierre qui sont très pertinentes. La question, c'est l'approbation de l'action. Et justement, j'ai expliqué que la baisse, selon moi, vient du fait que les Français ont surtout vu dans le paysage, sur l'agenda politico-médiatique, les hésitations, les tergiversations autour d'un remaniement. Et les Français ne sont pas sur une logique de casting, mais sur une logique de résultat. Mais les enquêtes qualitatives permettent de voir, au-delà de « approuvez-vous l'action », qui sont des questions fermées, qu'est-ce que les gens retiennent. Et c'est vrai que ce qui a été très probant pour Gabriel Attal, par exemple à l'éducation nationale, alors qu'il est resté à peine 6 mois, un peu plus que Benoît Hamon et une rentrée de plus, c'est qu'ils ont restitué énormément de mesures, d'annonces qu'il avait annoncées ou d'actions concrètes. Et c'est vrai que qu'est-ce qui fait que les Français ont confiance vis-à-vis d'un responsable politique? C'est sa capacité à être proche d'eux, pas en termes de
d'une proximité, on se tape dans le dos, mais d'une proximité efficace, de parler clair, de parler vrai et de changer la vie, de avoir des résultats. Et à l'éducation nationale, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce que beaucoup de Français ont ressenti s'agissant de Gabriel Attal, et c'est le crédit de confiance qui va peut-être s'épuiser, on verra dans les mois à venir, s'agissant de son passage à Matignon, où effectivement, pour l'instant, peu de choses se sont passées en termes d'action concrète, à part cette crise agricole qu'on vient d'évoquer. Allez, on va passer au deuxième thème de ce club. On va parler de l'hommage national à Robert Badinter. Ce sera à midi. Steve, hommage national. Vous allez nous expliquer comment ça va se passer. Vous expliquer, oui. Rendez-vous déjà place Vendôme à Paris. C'est là où se trouve l'hôtel de Bourvalet, le siège du ministère de la Justice qui se trouve au numéro 13. C'est chez lui, c'est chez Robert Badinter. Là, précisément, où il a officié en tant que garde des Sceaux entre 1981 et 1986 sous Mitterrand. Dans ce bâtiment, les hommages ne cessent pas, d'ailleurs, depuis l'annonce de sa mort vendredi dernier, puisque Éric Dupond-Moretti a décidé d'ouvrir un recueil de condoléances. Il a été mis à disposition du public pour permettre à tout un chacun de saluer une dernière fois le grand homme. Écoutez, ces Français venaient dire au revoir à Robert Badinter. C'était une personne unique. Il y en a tellement peu comme ça d'êtres humains. Donc il va me manquer. J'ai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille, un père, quoi. C'est un père spirituel. C'est quelqu'un pour qui c'est pas de l'admiration, si c'est de l'admiration, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et puis j'ai lu ses bouquins et tout, et ses combats, tous ces combats, je suis très triste, voilà. Comment va se dérouler l'hommage, Steve ? Eh bien, la cérémonie va durer un peu plus d'une quinzaine de minutes. Emmanuel Macron devrait faire un discours d'une quinzaine de minutes. Il devrait revenir dans son discours sur la figure républicaine de Robert Badinter, militant des droits de l'homme, laïque, universaliste, père évidemment de l'abolition de la peine de mort. Ce qu'on va scruter aussi, c'est le sort que le chef de l'État va réserver à l'ancien garde des Sceaux. Va-t-il le faire entrer ou non au Panthéon ? C'est une demande très forte qui revient à gauche comme à droite. Lors d'un déplacement la semaine dernière, on a posé la question à Emmanuel Macron. Pas de réponse claire du chef de l'État. J'aurai l'occasion de m'exprimer lors de l'hommage national en préparation avec la famille. Réponse donc dans quelques heures maintenant, Oriane. On continue à parler avec vous de cette cérémonie, mais d'abord un mot de Robert Badinter. Frédéric, qu'est-ce qu'il incarne pour les Français aujourd'hui, Robert Badinter ? Je pense que c'est vraiment une figure républicaine par rapport à laquelle il y a une proximité admirative rarement vue. Moi, j'associe cet hommage à celui, il y a quelques années, à l'égard de Simone Veil, parce qu'il y a des vrais points communs entre eux deux. C'est d'abord la reconnaissance par les Français de l'action menée sur des lois qui, à l'époque, et encore aujourd'hui, s'agissant de la peine de mort, clivent les Français. Une enquête IFOP fiduciale pour le JDD Sud Radio indiquait il y a quelques mois que 50% des Français étaient pour le rétablissement de la peine de mort. C'est moins qu'au moment de l'abolition. On était à environ 2 tiers. Donc c'est la reconnaissance de l'action menée et c'est surtout l'admiration devant le parcours et la trajectoire de personnalités hors du commun, avec dans les deux cas le fait d'avoir été percuté par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, déportation pour Simone Veil et perdre une partie de sa famille, déportation du père de Robert Badinter. Donc c'est une figure extrêmement forte. C'est vrai que les Français retiennent surtout l'abolition de la peine de mort. Dans une enquête IFOP en 2011 pour les 30 ans du 10 mai 81, pour la Fondation Jean Jaurès, on avait demandé qu'est-ce qui avait incarné le plus les années Mitterrand. Les Français avaient répondu l'abolition de la peine de mort. Pour la petite histoire, en 2021, et vous allez comprendre le contexte, c'était la retraite à 60 ans qui avait émergé comme mesure emblématique. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui était à la fois un grand sage, quelqu'un qui a transcendé les clivages, alors qu'il ne faut pas oublier à quel point l'hommage se déroule place Vendôme entre 81 et 86, après l'abolition de la peine de mort, après chaque fait divers affreux, après chaque meurtre de policiers. Il y avait des rassemblements où il était crié Mitterrand assassin, Badinter démission, ou l'un ou l'inverse. Il a fortement clivé. Et là, on voit au moment de sa mort que les hommages sont unanimes, en dépit de la polémique qu'on va évoquer sur la présence de LFI. On en parle dans quelques secondes de la polémique. Un mot sur Robert Badinter. La justice, c'est ce qu'il dit, c'est d'ailleurs le mot qu'il associe, et surtout plus que la justice, c'est l'intégrité et l'honnêteté intellectuelle du personnage. Moi, ce qui me fascine, et j'entends tous les hommes et les femmes politiques qui se revendiquent de Badinter aujourd'hui, j'aimerais qu'ils se rappellent d'une chose, ça a été dit beaucoup, mais lorsqu'il fait passer
la fin de la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, y compris d'ailleurs la dépénalisation de l'homosexualité, il se bat contre une majorité de Français qui est hostile à cette décision. Et je rappelle ça quand même parce que c'est quand même hyper fort d'être à la tête d'un ministère comme le ministère de la Justice et de se battre contre l'avis d'un peuple. Je rappelle quand même souvent que dans nos temps un peu bousculés et incertains, il est de coutume de se dire qu'il faut céder à l'opinion. Beaucoup dans les politiques d'aujourd'hui cèdent à l'opinion. Une partie de la gauche, parfois, cède à l'opinion, une partie de la droite cède à l'opinion, et la Macronie aussi. Il serait bien de se rappeler que ça a été ça aussi, Robert Badinter, c'était de se battre, convaincre, c'est ça la politique, c'est convaincre, et Robert Badinter a surtout convaincu. Frédéric, vous... Pierre tout à fait raison. On va parler de la... Tout à fait raison. Il faut citer aussi les députés et les parlementaires de droite qui, avant Robert Badinter, avaient fait de l'abolition de la peine de mort un véritable combat, et eux étaient encore plus minoritaires dans leur camp. Il y avait Eugène Claudius-Petit à l'Assemblée nationale et Pierre Bas. Et c'est vrai que sur cette question de la peine de mort, il a d'abord combattu en tant qu'avocat, en sauvant la tête de Patrick Henry, dans un moment où, sous le septennat de Giscard d'Estaing, il y a eu 3 exécutions capitales. Et puis, comme garde des Sceaux, sachant qu'il est arrivé comme garde des Sceaux presque comme accident, puisque en mai 81, Mitterrand ne le nomme pas Place Vendôme, il nomme Maurice Faure, qui au bout de quelques semaines décide de se retirer, donc on voit à quoi ça tient. Il y a une polémique, vous l'avez évoqué Frédéric, sur qui sera présent à cet hommage. En théorie, tout le monde sera présent. Il s'agit d'un hommage national. Tous les représentants de tous les partis politiques sont invités. Les présidents de groupe, les présidents des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais le Rassemblement national n'y sera pas. Pourquoi ? Eh bien, la famille de Robert Badinter ne le souhaite pas. Elle l'a fait savoir à l'Élysée, qui a transmis le message au parti de Marine Le Pen. Écoutez la réaction de la députée. Nous participons toujours aux hommages nationaux, quelle que soit par ailleurs la personne à qui l'on rend hommage, et même lorsqu'il s'agit d'un adversaire politique. C'est le principe républicain qui le veut. Oui, écoutez, voilà, c'est le choix de la famille. Mais je ne vais pas polémiquer. Enfin, vous dites que je polémique alors que l'enterrement n'a pas encore eu lieu. Voilà, il faut dire que Robert Badinter était le meilleur ennemi de l'extrême droite. Frédéric, vous le rappeliez, toute sa vie, il a dû affronter les attaques de Jean-Marie Le Pen, qui voyait en lui un ennemi politique. C'était réciproque. Robert Badinter considérait le Front National comme un ennemi de la République. Et puis, quid des Insoumis, Oriane ? Leur présence n'est pas souhaitée non plus par la famille Badinter. On va voir la réaction de Jean-Luc Mélenchon à cette réaction du coup de la famille Badinter. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon qui écrit un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est plus un hommage national. Iront-ils pas ? Au moins 2 d'entre eux s'y rendront. Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Éric Coquerel, président de la Commission des finances, seront place Vendôme aujourd'hui. On rappelle que la semaine dernière, à l'occasion de l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre, l'Élysée avait invité les Insoumis, dont la présence n'était pourtant pas souhaitée non plus par une partie des familles de victimes. Plusieurs élus y étaient quand même allés. Rebelote donc aujourd'hui, place Vendôme. On voit 2 réactions différentes de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, malgré le même souhait de la famille Badinter. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence de la part de la France insoumise à se rendre à cet hommage contre l'avis de la famille Badinter ? Je trouve que le tweet de Jean-Luc Mélenchon est assez juste. À partir du moment où il y a un appel national, un hommage national, ça veut dire que chacun des Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs appartenances politiques, sont invités à participer de cet hommage. Que ne dirait-on pas si justement les Insoumis décidaient de se mettre en retrait d'un hommage comme celui-là, alors que c'est l'histoire même des Insoumis, si vous voulez. Moi, ce qui me pose problème, c'est de poser sur le même plan le Rassemblement national et la France insoumise. Vous avez quand même la France insoumise, bon, Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, qui s'est battu toute sa vie pour défendre un Robert Badinter qui a été, lui, toute sa vie attaqué par des Jean-Marie Le Pen, par des militants du Rassemblement national et du Front national. Lorsqu'il était avocat, lorsqu'il était garde des Sceaux, lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel, le Robert Badinter était attaqué en permanence par l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon a toujours défendu, d'ailleurs, il a fait de Robert Badinter une figure presque idéale. Ouais. Il a écrit peut-être une des plus belles tribunes, un des plus bels hommages qu'on puisse rendre à Robert Badinter dans l'Obs cette semaine. Mais avec ses critiques sur le fait que leurs déclarations récentes font monter l'antisémitisme. Mais
Je ne sais pas si... il va falloir à un moment donné que la France Insoumise se pose des questions. Effectivement, ça fait 2 hommages sur lesquels les familles demandent à ne pas en être. Je ne connais pas les familles des otages et des personnes qui ont perdu la vie en Israël, mais en l'occurrence, on connaît tous, et je connais un peu la figure d'Elisabeth Badinter. Je sais qu'elle voue une détestation à la France Insoumise pour ses positions féministes, pour ses positions sur les questions de République. Il y a un désaccord politique, mais pardon, on ne va pas demander aux gens si demain, M. Badinter devait être panthéonisé, on ne va pas demander aux gens s'ils veulent se recueillir devant la tombe de M. Badinter, s'ils sont de la France Insoumise, s'ils sont d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une volonté de participer de cet hommage, c'est qu'on se reconnaît dans ce qu'a incarné, dans ce qu'est Robert Badinter. Donc la France Insoumise a évidemment toute sa place dans l'hommage qui sera rendu aujourd'hui à Robert Badinter. Moi, je regarde, s'agissant de ce que nous disent les Français, il y avait avant un parti réprouvé qui, je dirais, cristallisait un rejet épidermique de la part des Français, le Rassemblement national. C'est encore le cas pour une majorité d'entre eux, mais de moins en moins. Et il faut le dire, il y a également maintenant un parti, c'est peut-être la stratégie du bruit, de la fureur, de la tempête et du fracas, qui cristallise aussi un rejet très fort de la part des Français. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la plus rejetée. Alors ce n'est que des sondages. Avec Éric Zemmour, il y a eu des propos très tendancieux de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y en a pas eu un qui fait que ça fait système. Et effectivement, avec Elisabeth Badinter, il y a eu un conflit extrêmement fort. Je rappellerai qu'Éric Coquerel avait dit sur une antenne il y a quelques années, quelques mois, que les musulmans en France étaient autant discriminés que les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'incite pas à l'apaisement et à la présence de toutes les forces politiques dont la France Insoumise à cet hommage qui va être un hommage extrêmement important pour les Français, parce que les Français, dans un contexte où le pays se fracture, où il y a énormément, plutôt très peu de communs, un hommage comme celui à Robert Badinter, comme celui pour Jacques Delors il y a quelques mois, c'est des moments de communion auxquels les Français sont attachés. On suivra, Steve, on va en parler dans quelques secondes, évidemment, en direct, cet hommage à Robert Badinter. D'abord, on voit ce qu'il y a à la une de la presse régionale ce matin. À la une de la presse régionale ce matin, la crise des agriculteurs qui n'est pas terminée. Oui, c'est à la une de la dépêche du midi, on en parlait il y a quelques instants. En 10 jours après la levée des blocages, le journal se demande si ces blocages ne vont pas être réinstallés. Gabriel Attal a reçu hier les représentants de la FNSEA alors que les syndicats agricoles maintiennent la pression sur l'exécutif pour que les promesses qui ont été faites entrent rapidement en application. Parmi ces promesses, la suppression de la hausse de la fiscalité du GNR agricole ou encore le versement rapide des indemnisations suite aux intempéries. Coût total de ces mesures, 400 millions d'euros, date butoir fixée par les syndicats, le salon de l'agriculture du 24 février. Quelle ambition pour l'école? Très bonne question, c'est la question que pose Ouest France ce matin. Le journal propose un grand entretien avec la nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Elle arrive dans un ministère pour le moins chahuté après l'affaire Amélie Oudéa-Castéra. Ouest France lui demande pourquoi avoir accepté la mission. Nicole Belloubet qui répond en mettant en avant son CV. J'ai été 8 ans rectrice des académies de Limoges et de Toulouse, dit-elle. Si elle s'engage aujourd'hui, c'est pour éviter le pire en 2027, explique-t-elle, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Les sectes dans le viseur du gouvernement. Midi Libre fait sa une sur un projet de loi qui s'attaque aux dérives sectaires. Un texte examiné depuis hier à l'Assemblée nationale. Dans Midi Libre, on retrouve un entretien avec Sabrine Agresti-Roubache, qui est la secrétaire d'État à la citoyenneté. Elle promet de faire une loi qui correspond à l'époque et au développement des réseaux sociaux. Le béret républicain s'inquiète des fermetures de classes. Oui, le projet de carte scolaire 2024-2025 est connu pour le département du Cher. Il passe très mal. 36 fermetures de classes pour seulement 13 projets d'ouverture en septembre prochain. 19 postes d'enseignants sont supprimés. La fermeture des classes touche principalement les zones rurales. Du coup, les parents se mobilisent. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Oui, le PSG joue son 8e de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Non, c'est aussi la Saint-Valentin. Et la presse régionale revient très largement sur ce 14 février. Il y en a pour tous les goûts. Le bien public se demande si cette Saint-Valentin est synonyme d'absence de sexe. Référence à cette étude qui a beaucoup fait parler, qui a fait du bruit et qui mesure une baisse record de l'activité sexuelle en France. Je vois Frédéric qui réagit. Le sexe aussi. De François Cros. Pour Paris-Normandie, on apprend ce qu'est une lover room. Une lover room, c'est très tendance à Rouen.
Ce sont des chambres aménagées qui proposent des nuits érotiques aux couples qui veulent pimenter leur quotidien. On en apprend tous les jours. On finit par un peu de romantisme. On finit avec l'Ardennais qui Enfin, je dis pas que c'est pas romantique. à ces lieux où il fait bon révéler son amour ou par exemple faire cette demande en mariage si vous êtes dans la région. Et si vous êtes en panne d'inspiration, lisez l'Ardennais ce matin. Voilà, on ferait une belle déclaration à votre moitié. C'est ça. Merci Steve, merci Frédéric, merci Pierre Jacquemin d'avoir été avec nous.